Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on attend 2-3 petites minutes le temps que tout le monde puisse se connecter. J'espère qu'on aura des gens parce que c'est le jour de réouverture des terrasses, comme vous le savez tous, puisqu'on en parle partout. Et on commence dans 2 minutes s'il y en a certains qui sont présents. Bon, allez, on commence, ça fera venir les autres et quoi qu'il arrive, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, même si vous avez une impossibilité, que vous devez partir pour aller boire un verre en terrasse parce que je vois qu'il y a du soleil qui passe à l'intérieur de mon appartement, vous pourrez voir. Mais restez avec moi, ça me ferait plaisir que vous restiez là pour que vous puissiez vous poser vos questions à la fin du webinaire et qu'on puisse avancer ensemble. Déjà que je parle tout seul, si en plus il n'y a personne, ça va vraiment être triste. Alors, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le cofondateur de la société Anomia, que j'ai fondée avec mon ami et associé Jérôme Uturi. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié aux cabinets d'avocats et aux avocats qui les composent. On intervient sur 3 sets de compétences que sont la formation business, le coaching business et également des missions de conseil en strat sur 3 volets: stratégie opérationnelle et exécutive, acquisition et développement de clientèle et optimisation des process du cabinet d'avocats. On a rempli la page pub, on peut maintenant attaquer les choses sérieuses. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il s'intitule Quels indicateurs de performance sont nécessaires pour gérer votre cabinet d'avocats? À vrai dire, le titre, je l'ai très mal choisi, étant donné qu'on ne va pas uniquement voir des indicateurs de gestion, on va également voir des indicateurs de performance. Et du coup, c'est la terminologie que je vais utiliser aujourd'hui pour parler de tout ça, puisque dans les indicateurs de performance, vous avez les indicateurs nécessaires à la gestion de votre cabinet d'avocat. Donc voilà. Donc on va fonctionner comme j'ai l'habitude de le faire en 5 points. Des fois il y en a 4, des fois il y en a 3. Aujourd'hui c'est 5. On va fonctionner comme ça et j'espère que ça vous conviendra. Donc le premier point, ça va être OK, mais c'est quoi un indicateur de performance? Pourquoi on parle d'indicateur? Donc finalement, vous connaissez ça très bien, c'est la définition des termes sur un espèce de glossaire ou de présentation que je vais pouvoir faire, ou plutôt de préambule contractuel que je vais pouvoir faire sur ces webinaires, pour vous expliquer vraiment pourquoi on parle de ça et à quoi ça va vous servir au quotidien, dans la gestion, dans le pilotage et vraiment dans la reprise en main de votre cabinet d'avocat. Ensuite, on verra, OK, d'accord, un indicateur de performance, Valentin, j'ai compris ce que c'était. Maintenant, lesquels je mets en place au sein de mon activité. Donc finalement, le deuxième point, ça va être la sélection de ces indicateurs de performance. Pour une simple et bonne raison, c'est que Anomia, comme votre cas, ne sommes pas des entreprises du CAC 40.
Donc, on n'a pas besoin d'avoir un panel incroyable d'indicateurs de performance qu'on va mettre en place sur des Excel illisibles que personne ne va comprendre. On va uniquement mettre des chiffres clés en place. Derrière, vous puissiez gérer au mieux votre activité. Une fois qu'on aura, donc sur le deuxième point, sélectionné les indicateurs de performance pour votre activité, on va passer sur un autre point qui va être la mise en place de process clairs pour que les indicateurs soient le reflet de la réalité de votre activité. Parce que c'est bien beau de dire oui, bah d'accord, je vais suivre mon chiffre d'affaires et mon taux de rentabilité par centre de profit. Je vous expliquerai après ce que c'est si vous ne les avez pas déjà vus sur les autres webinaires. Mais ça ne veut rien dire, c'est du vent. C'est-à-dire que derrière, il va falloir qu'on définisse par quel processus on fait remonter certaines informations collectées par son assistant, par son collaborateur ou sa collaboratrice, par d'autres associés, par des responsables du BD ou du marketing au sein du cabinet d'avocats, pour que vraiment l'indicateur de performance que j'ai défini puisse être lisible et par rapport à la réalité de mon cabinet. Troisième étape. Quatrième étape, OK, c'est super drôle, je fais des 3 pour dire 4 et je fais des 1 pour dire 5. Quatrième étape, du coup, c'est OK, maintenant que j'ai mis en place mes indicateurs de performance, que la donnée remonte bien, il va falloir que je puisse l'analyser. L'analyse, c'est vraiment un moment clé pour vous ou pour ceux qui vont gérer cette donnée au sein de votre cabinet d'avocat. Parce que sans l'analyse de ces indicateurs de performance, on ne pourra pas savoir où est-ce qu'il y a des problèmes. On ne pourra pas savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et pas savoir ce sur quoi investir immédiatement le plus clair de son temps pour pallier une difficulté, pour optimiser des actions ou un recouvrement, si on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de cash qui rentre à l'intérieur de la société. Donc là, ça sera vraiment très important, c'est l'analyse. Et une fois qu'on a analysé, il faudra agir. Et donc, ce sera mon cinquième point, c'est comment est-ce qu'on agit face à une analyse qui est positive, négative, tendancieuse, incertaine. On verra comment on peut réagir. Donc, vous vous doutez bien qu'au vu des propos que j'ai tenus, je vais vous donner des clés de compréhension fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans la granularité et on ne va pas pouvoir rentrer sur le cas de chacun. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai reconnu des noms que je connais au sein du webinaire. Je ne prendrai pas vos cas particuliers, ne vous inquiétez pas. Mais derrière, je ne peux pas faire du personnifié, du personnalisé. Parce que déjà, je vous donnerai l'ensemble de ma valeur, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien dans le cadre de nos missions, de nos formations. Et puis, dans un second temps, il faut que ça soit vraiment très, très pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, je vais vous donner les clés. Mon objectif à moi, ce n'est pas de vous vendre mes prestats aujourd'hui, c'est simplement de vous donner les moyens de mettre en place les premiers indicateurs de performance qui vont être utiles pour votre cabinet. Voilà. Donc, si ça vous convient, parfait, on fonctionne comme ça. Et si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas le savoir et vous déconnecterez avant la fin et j'en conclurai que ce n'était pas intéressant. OK, petit disclaimer avant de commencer que je fais à chaque fois, je suis quasiment aveugle. Je ne peux pas lire en temps réel ce que vous pouvez écrire à l'intérieur du chat. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Je les dirai à la fin et j'y répondrai. Sinon, on traite ça à la fin et on fonctionne comme ça. OK, donc, on reprend le sujet. C'est quels indicateurs de performance faut-il mettre en place pour bien gérer votre cabinet d'avocat? Point numéro 1, qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Alors, un indicateur de performance, ce sont plutôt, parce qu'en fait, il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs, des chiffres clés qu'on va sacraliser comme étant des phénomènes importants pour votre activité. Ce sont des chiffres parce que ce sont matérialisés par des chiffres, mais ce sont vraiment des indicateurs en tant que tels. Les indicateurs que vous mettez en place, parce que vous mettez des indicateurs de performance en place, ce sont généralement, au sein des cabinets d'avocats, 3 indicateurs. Le premier indicateur, et que vous mettez tous en place, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est un indicateur de performance. C'est un indicateur de performance qui est mais pas suffisant pour pouvoir gérer son activité. Parce que si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que vous avez 999 000 euros de charges, il vous reste 1000 balles pour vivre sur une année. Donc, ce n'est pas un chiffre assez important. Le deuxième chiffre que vous allez suivre, qui est aussi un indicateur, alors là, pas de performance, mais un indicateur de gestion, c'est votre trésorerie.
Ça, vous allez être en mesure de me dire quand je vous appelle que vous avez X centaines d'euros, X milliers d'euros, X millions d'euros. Alors ça m'est rarement arrivé, mais X millions d'euros, ça arrive parfois, de trésorerie sur votre compte en banque. Ça, je sais que vous suivez. Il y a un troisième indicateur que je sais que vous suivez, qui est le recouvrement. C'est OK, j'ai facturé X milliers d'euros, combien est-ce qu'ils sont rentrés dans mes caisses? Quelle facture échue n'a pas été payée? Quelle facture à échoir me reste-t-il encore à entrer dans mes caisses? Ça, je sais que vous les suivez. Ça, ce sont des indicateurs généraux qui reflètent la santé financière de votre cabinet. Si on veut aller plus loin dans le détail par rapport à ces indicateurs généraux, il va falloir au moins qu'on en rajoute deux. Ce sont des indicateurs par centre de profit. Donc, c'est OK, mon activité est composée de droit du travail. Si vous avez suivi mes webinaires, vous ne pouvez plus en pouvoir de cette expression-là parce que j'utilise tout le temps et parce qu'elle est fondamentale. C'est je fais du droit des sociétés, je fais du droit du travail, je fais du droit fiscal. On va considérer que j'ai trois centres de profit. Sur mon chiffre d'affaires, je dois savoir quel est le pourcentage exact de chiffre d'affaires qui provient de chaque activité pour connaître les actions de développement à mettre en place par la suite. Donc ça, les quatre indicateurs que je viens de vous citer là, ou les cinq, je ne sais plus exactement, ce sont des indicateurs généraux par rapport à votre activité personne morale au complet. On va pouvoir trouver également d'autres indicateurs qui vont être des indicateurs de performance. C'est OK, combien est-ce que j'ai réussi à faire de ventes croisées à l'intérieur de mon activité? Vente croisée, pour rappel, ou ça a aussi appelé cross-selling en anglais, c'est OK, je suis avocat en droit social, j'ai un autre avocat en droit des sociétés au sein de mon cabinet. Comment est-ce que j'arrive à lui faire la passe par rapport à un client que je traite? Ça peut être un chiffre qui est mis en avant pour rompre avec l'individualisme qui peut exister dans certains cabinets d'avocats, notamment lorsqu'on a un système de rémunération qui est en hit what you kill. Donc, je mange ce que je tue, finalement, je suis payé sur les clients que je rapporte, que j'origine et que je traite. Donc ça peut être pertinent. On a des indicateurs de performance qui vont être des indicateurs de performance individuels. J'ai embauché un collaborateur, ce collaborateur me coûte 50 000 euros, 60 000 euros par an. Je veux que celui-ci puisse facturer un certain nombre d'heures de façon annuelle pour que moi, je puisse les facturer à mes clients et que mon collaborateur soit rentable pour mon activité. Donc là, je vais dire, OK, l'indicateur de performance que je vais mettre en place par rapport à ce collaborateur-là, c'est un indicateur double. Il est lié à la production et à la facturation que celui-ci va pouvoir générer, ou aux heures facturables qu'il va pouvoir enregistrer dans ces timesheets, dans votre logiciel métier, ou que vous allez pouvoir réellement facturer à votre client. On va avoir d'autres types, donc indicateurs collectifs, indicateurs individuels. Ceux-ci sont beaucoup plus liés aux forces humaines de votre activité. On va également avoir des indicateurs qui vont être liés aux actions que vous allez mettre en place, que ce soit des actions de développement, des actions de notoriété, que ce soit des actions d'acquisition, où là, finalement, vous allez mettre des chiffres en place pour voir. Donc ça, ce sont des chiffres qui vont venir et partir. C'est-à-dire que vous allez avoir un gros chiffre au-dessus qui va être la performance des acquisitions globales que vous mettez au sein du cabinet d'avocats. Et ensuite, vous allez avoir des chiffres qui vont être des micro-chiffres qui vont remonter vers ce gros chiffre-là, qui vont être, je ne sais pas, par exemple, Anomia met en place chaque semaine des webinaires le mercredi de 18h à 19h. Est-ce que ces webinaires-là sont performants pour l'activité d'Anomia? Est-ce que Valentin Tonti-Bernard, qui dirige cette société avec Jérôme Uturi, est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire que de préparer des webinaires, de les diffuser, de les programmer de façon technique et derrière de recontacter l'ensemble des avocats qui ont été présents? En fait, ça doit se mesurer. C'est-à-dire que si moi, je passe une heure avec vous chaque mercredi, cette une heure avec vous, ce n'est pas une heure réelle. C'est-à-dire qu'avant, je travaille, je diffuse ces contenus. A posteriori, je vous recontacte, je vois ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, je prends vos retours. Donc, on va dire que ça me prend, allez, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais ça me prend 5-6 heures. Si on se rend compte que finalement, mes 5-6 heures en interne sont évaluées à 200 euros de l'heure, ça veut dire que ça me coûte de façon fictive, 1 200 euros de faire un webinaire chaque mois. C'est-à-dire que si derrière, je n'arrive pas à transformer l'essai, pas forcément à court terme, mais en tout cas à transformer l'essai, ça veut dire que ce que je fais, c'est déficitaire pour la société. Et ça veut dire que le temps que j'alloue à cette action qui est une action marketing, qui est le webinaire pour vous transmettre de la valeur, ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire que je dois l'utiliser de façon différente.
Donc ça, c'est à vous de l'appliquer par rapport à votre activité. Je sais que beaucoup d'avocats, donc je fais des généralités, hein, je suis désolé, je n'ai pas d'avocat particulier en tête et on ne peut pas échanger, ce qui est dommage avec le webinaire, mais c'est comme ça. Je sais que beaucoup d'avocats commandent des articles ou vont publier sur LinkedIn. Et si vous vous rendez compte que quand vous commentez, pardon, pas un article, quand vous faites un article pour commenter une décision de justice, si vous vous rendez compte que ça ne vous rapporte aucun client et que derrière vous passez 4 heures à le faire, bah, c'est que ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que soit vous le diffusez à un mauvais endroit, soit le commentaire de la décision n'intéresse personne. Et très honnêtement, au vu des études qu'on a pu faire, ça c'est un tip que je vous donne gratuitement, mais les commentaires de décision de justice n'intéressent personne, de façon publique j'entends. Si vous avez derrière des clients ou des cibles extrêmement précises, par exemple dans le domaine, je sais pas, je prends un domaine au hasard, dans le domaine des télécoms, que vous voyez un arrêt extrêmement important par rapport à la structuration globale du groupe ou à l'activité, que vous identifiez un risque majeur, il est extrêmement important de pouvoir envoyer à votre prospect ou à votre client pour faire de la vente additionnelle une information précise en commentant cette décision. Pas un commentaire style université, mais vraiment un commentaire opérationnel que vous allez pouvoir envoyer à une personne déterminée. Mais ce que je peux voir sur LinkedIn, moi ça m'aide, hein, ça me tient en éveil et ça me fait mon actualité juridique quand je vois passer des décisions de justice avec un petit commentaire juste au-dessus. Donc moi ça m'aide. Je ne suis pas sûr que ça vous permette d'attirer des clients. Nous, les clients qu'on a qui faisaient ça au préalable, qui ont continué à le faire pendant nos premiers mois de suivi et qui ont arrêté de le faire a posteriori, on a vu qu'il n'y avait aucun retour sur investissement qui était opéré par là. Donc ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Si vous faites de la formation, il faut aussi mettre des indicateurs de performance en place. C'est OK, pour ma formation, j'ai besoin de 5 heures de préparation. Je vais ensuite aller 4 heures pour pouvoir former des prospects qui sont présents. Si derrière, je me rends compte qu'aucun prospect ne me rappelle jamais, deux possibilités. Soit je ne suis pas en face de prospects cibles qui vont pouvoir prendre une décision et choisir de fonctionner avec moi, soit je ne suis pas au bon endroit, soit j'arrive pas au bon moment, soit derrière, le message que je diffuse n'est pas le bon. Et donc, dans ce cas-là, les actions de formation que vous mettez en place, finalement, vous coûtent 10 heures parce que j'ai rajouté le déplacement entre-temps. Donc, 4 heures plus une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait 5 heures. 5 heures de préparation, ça fait 10 heures. Donc, ça veut dire que 10 heures investies de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, c'est autant de temps que vous n'utilisez pas pour développer des actions marketing qui vont fonctionner. Ça, si vous voulez, si vous ne mettez pas en place des indicateurs de performance et un suivi qui va être pertinent, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous allez avoir un instinct, mais il y a quelque chose qui s'appelle la dissonance cognitive qui fonctionne très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on est persuadé, on a une intime conviction que finalement, c'est la bonne solution, c'est comme ça qu'il faut aller, etc. On est biaisé, on ne regarde pas réellement ces chiffres et en fait, on se rend compte que les 10 heures qu'on a passées à bosser, finalement, elles ne nous ont rien rapporté. Si on parle de dissonance cognitive, on va dire OK, mais ces 5 heures de formation et de préparation, elles m'ont permis de me remettre à jour par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ben ouais, sauf qu'en fait, si vous l'aviez fait pour vous-même, ça vous aurait pris une heure ou une demi-heure. Ça aurait pu être fait par un stagiaire ou par un collaborateur junior qui aurait pu vous envoyer l'ensemble de ces informations. Et derrière, ça vous aurait peut-être coûté une demi-heure ou une heure de regarder ça, mais pas 10 heures. Donc ça, j'entends très souvent, c'est pour ça que je prends ça comme exemple, mais je l'entends très souvent. Donc derrière, vraiment, mettez-vous des indicateurs en place qui vont vous permettre derrière d'avancer. Donc, les indicateurs de performance pour un cabinet d'avocats. Donc là, on passe sur la. J'espère que vous voyez ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, c'est des chiffres qu'on va devoir suivre de façon hebdomadaire ou mensuelle, en fonction des chiffres, mais on verra ça dans la partie analytique, qui vont vous permettre de voir comment va votre cabinet d'avocats, quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer ce qui se passe, et de derrière vous rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. En fonction de ça, vous pourrez modifier votre comportement, vous pourrez renforcer vos actions pour vous dire, en fait, derrière, voilà, ce mois-ci, je n'ai pas fait assez de chiffre d'affaires, donc indicateur de performance numéro 1. Toutefois, indicateur de performance numéro 2, je vois que le travail en place par rapport au rehaussement de notre politique de prix et de facturation a porté ses fruits. Donc, ma trésorerie est dans le vert, et même bien dans le vert. Donc, mon BFR, mon besoin en fonds de roulement, va être correct, va être du coup négatif, parce que quand le besoin en fonds de roulement est négatif, c'est que vous avez assez de cash. On voit aussi que la rentabilité a augmenté, qui est le fruit du coup de cette politique de prix et de facturation qu'on a mis en place. Donc du coup, le chiffre d'affaires qui a baissé a été compensé
par une rentabilité plus importante. Et donc, du coup, c'est important. Maintenant, on va voir quand même pourquoi le chiffre d'affaires a baissé. Ah ben en fait, on se rend compte que le volume de clients qu'on a réussi à acquérir par rapport aux actions marketing qu'on a mis en place a été inférieur à ce qui s'est passé sur les 3 précédents mois. Et on se rend compte que finalement, notre cycle de vente s'opère sur 3 mois. Si le cycle de vente s'opère sur 3 mois et que pendant 3 mois, on a eu une baisse de clientèle qui est venue par rapport, une baisse de prospects, pardon, qui est venue par rapport aux actions marketing qu'on a mis en place, ça veut dire que pendant les 3 prochains mois, on va rester sur une baisse de chiffre d'affaires. Donc là, c'est un point de vigilance. C'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur ces actions marketing pour, comprendre pourquoi celles-ci ne nous apportent pas un volume de prospects qui était similaire ou en tout cas plus important que les 3 mois précédents. On va voir si c'est une problématique de cible, si c'est une problématique de contenu, si c'est une problématique de moment ou une problématique qui est indépendante. Une problématique conjoncturelle, une problématique liée à une modification réglementaire ou législative, une problématique liée à un secteur économique qui est en difficulté aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs de performance vont être des informations qui vont vous être transmises par votre cabinet d'avocat finalement, qui vont vous permettre de prendre la hauteur et de dire, OK, j'ai ces chiffres-là en face de moi, ces chiffres-là ne sont pas une réalité absolue. Il faut que je puisse comprendre pourquoi la traduction de la réalité de mon cabinet d'avocat s'opère de cette façon-là, et si oui ou non, c'est normal. Il est possible que vous ayez une baisse de chiffre d'affaires et que ça soit normal. Quand vous fonctionnez avec une activité qui est saisonnière, je ne sais pas, moi, je sais que sur les mois de et de juin, pour les avocats en droit fiscal qui traitent des particuliers, notamment dirigeants d'entreprise, on a une hausse de chiffre d'affaires pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est la période fiscale. En corpo, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour les petites sociétés, en termes d'effectifs et en termes de connaissance du marché, eh bien, on se rend compte que finalement, il faut faire des docs, il faut traiter des problématiques entre actionnaires, il va falloir clôturer ses comptes, et il va falloir pouvoir gérer, je ne sais pas moi, les difficultés liées à la doc sociétaire. Ah ben là, pour ceux qui traitent des TPE, des artisans ou des startups qui sont complètement profanes par rapport à la gestion d'une entreprise, on va avoir une hausse d'activité aussi, pas forcément une hausse de chiffre d'affaires, une hausse de clients qui vont pouvoir vous contacter pour que vous puissiez répondre à ces problématiques-là. Ça, c'est des réalités qui peuvent exister au sein de votre activité. Par exemple, je prends un autre exemple, le contentieux aérien sur des particuliers. Bah là, on va avoir une résurgence qui a été absolument négative lors de la dernière année et demie quoique, je ne suis pas sûr en fait, mais qui va avoir une résurgence puisque les gens vont reprendre l'avion. Là, on rentre sur les mois de juillet-août, c'est des périodes estivales, donc il va y avoir du contentieux aérien. Bah, ça, c'est banco pour ceux qui vont traiter du contentieux aérien. Donc voilà, vous voyez un peu l'esprit, vous voyez ce que je veux vous dire par rapport à ça. C'est à vous de sélectionner les indicateurs de performance qui vont être pertinents. Pour un cabinet d'avocats individuel, donc là on passe sur la sélection, pour un cabinet d'avocats individuel, on va avoir différents éléments qui vont être importants. Chiffre d'affaires, trésorerie, recouvrement. Sur les actions marketing que vous mettez en place, je veux que vous puissiez avoir des résultats. C'est-à-dire que je veux que vous suiviez ce que ça vous rapporte. Et éventuellement, si vous arrivez à le mettre en place, si vous n'arrivez pas ou que vous voulez des éclaircissements par rapport à ça, envoyez-moi un mail, je vous répondrai gratuitement sur le coût d'acquisition client. Je fais un petit focus sur le coût d'acquisition client parce qu'il est aussi extrêmement important pour tous les cabinets d'avocats, mais surtout pour les cabinets d'avocats individuels, parce que les gros cabinets vont le chercher. Mais les cabinets d'avocats individuels, on a parfois tendance à oublier le temps qu'on passe pour aller chercher un client. Et surtout, l'investissement, que ce soit temporel ou financier, qu'on va mettre en avant pour que ce prospect-là devienne notre client. Si on se rend compte qu'on a besoin de passer 10 heures avec un chef d'entreprise pour que celui-ci puisse vous donner un dossier, votre coût interne est évalué entre 75 et 150 euros, 200 euros, 300 euros. Ça, c'est des indicateurs en interne que vous devez avoir et que je ne peux pas avoir. Mais derrière, il va falloir que vous puissiez savoir finalement combien va vous coûter un client. Si on se rend compte qu'on va évaluer un travail de 10 heures pour pouvoir obtenir un client, et on va dire que votre coût interne est de 100 euros de l'heure. Si je travaille 10 heures pour obtenir un client, ça veut dire que derrière, et que mon coût interne est de 100 euros de l'heure, ça veut dire que mon coût d'acquisition client est de 1000 euros.
c'est combien finalement j'ai dû dépenser. Dépenser, ce n'est pas forcément de l'argent, hein. C'est vraiment du temps que vous n'avez pas consacré à faire de la production, de l'acquisition ou du développement pour votre structure. Ça veut dire que mon client m'a coûté 1 000 euros. Si ce client-là, je me rends compte que finalement, bah voilà, c'est un mec qui est étudiant, il a envie de monter une boîte en parallèle de ses études. Alors peut-être que ça va devenir le prochain Steve Jobs. En toute honnêteté, au vu des statistiques, il y a quand même peu de chance. Derrière, ça veut dire que je vais pouvoir le facturer une constitue de société. Imaginons que cette constitue de société-là, je le fais sympa, je le fais pour 1000 balles, 1250 balles, 1500 balles. Bah, ça veut dire qu'en fait, sur ce dossier-là, j'ai perdu de l'argent. Parce que mon client m'a coûté 1000 euros pour l'acquérir. Ensuite, je l'ai acquis, je vais facturer 1500 euros, 1250 euros. Ça veut dire que j'ai une marge de 500 euros. Mais cette marge-là, c'est une marge brute. Ça veut dire que là-dessus, vous allez devoir produire. Vous allez devoir subvenir à votre rémunération et au coût de fonctionnement de votre cabinet d'avocat. Ce qui veut dire que sur ce dossier-là, vous n'êtes pas rentable. Sauf si ce petit étudiant-là donc, se transforme finalement en non plus un étudiant, mais avec une vingtaine de salariés, et que c'est une mission test qui vous envoie par rapport, je sais pas, à la création d'une filiale, ou j'en sais rien, au split de son activité, peu importe, et que derrière, en fait, vous êtes sûr, ou en tout cas, vous misez sur ce client pour vous dire, si je travaille avec ce client-là, je sais qu'il a un potentiel de croissance, je sais qu'au vu de la situation dans laquelle il est aujourd'hui dans sa société, je vais pouvoir récupérer d'autres opérations. Et donc, ce coût d'acquisition client qui est de 1000 euros, il va être lissé par rapport aux différentes opérations que je vais pouvoir avoir avec ce client. C'est-à-dire que le coût d'acquisition client, là je suis désolé pour l'anglicisme, va devoir se positionner sur la lifetime value, donc finalement la vie du client au sein de votre cabinet d'avocat, de ce client. Parce que si ce coût d'acquisition client, on le met sur la première acquisition, 1000 euros de coût d'acquisition client, 1500 euros de première facturation, on est déficitaire. Par contre, si ce client-là, il vient me chercher une première opération à ce prix-là, mais que derrière, sur les 10 prochaines années, et donc là, c'est de la spéculation, mais de la spéculation qu'il faut opérer par rapport à des critères, hein. Pas de lancer de dés là-dessus. Il faut vraiment regarder si oui ou non, ce client-là a un potentiel. Et bien en fait, si sur les 10 prochaines années, il m'amène 1 million d'euros de facturation, et ben, le coût d'acquisition client à 1000 euros, il est dérisoire. Il est extrêmement faible, il n'existe pas. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fonction du client, en fonction de son coût et en fonction de ce qu'il peut vous apporter, il faut que vous regardiez le temps que vous allez pouvoir y passer. Donc, en suivant ce coût d'acquisition client combiné à la puissance de vos actions marketing, vous allez pouvoir savoir si votre activité en l'état et via les canaux d'acquisition client et de diffusion que vous avez mis en place est viable ou non, et la marge que vous allez pouvoir en dégager. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce qu'en fait, si on ne comprend pas ça, derrière, on peut vraiment se planter, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des cabinets d'avocats qui avaient vraiment énormément de clients qui disaient « Moi, l'acquisition client, ce n'est pas un problème pour moi ». Ils avaient raison, c'est-à-dire que l'acquisition client n'était pas un problème pour eux. Et par contre, l'acquisition de bons clients était un réel problème pour eux. Parce qu'en fait, on passait énormément de temps pour convertir un prospect en client. Derrière, la politique de prix, la politique de facturation n'étaient pas en corrélation avec le temps qu'ils avaient passé avec ce prospect pour le convertir en client, et le temps de production qu'ils allaient mettre en place, plus la délivrance qu'ils allaient en faire et les opérations qui allaient suivre, finalement ne rendaient pas ce client rentable. Et on travaillait pour des cacahuètes. Il n'y avait rien à aller chercher. Donc oui, on peut avoir 200 clients par an et perdre de l'argent ou ne pas en gagner du tout. Et ça, c'est vraiment grave. C'est-à-dire qu'en regardant votre coût d'acquisition client, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment les 5 indicateurs qui, pour moi, sont à privilégier et sont à suivre de façon minimale pour un avocat individuel. Pour les plus gros cabinets d'avocats, donc les cabinets d'avocats qui sont par définition, qui ont au moins un ou deux collaborateurs et qui montent jusqu'à 500 avocats. Je ne vais pas parler des gros cabinets d'avocats aujourd'hui, des très gros cabinets d'avocats. Il faut mettre d'autres indicateurs de performance en place. Ce sont majoritairement les directeurs des affaires financières ou le COMEX qui les met en place. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va vraiment traiter des indicateurs de performance que vous pouvez suivre pour un cabinet d'avocats qui veut dire qu'il va aller jusqu'à 50 avocats. Donc là, il va falloir rajouter des indicateurs de performance collective. Donc, en fonction de la stratégie que vous avez fait, donc les 5 indicateurs que j'ai mis au préalable pour les cabinets individuels s'appliquent bien évidemment aux cabinets qui ont plus d'avocats. Il va falloir aussi suivre des indicateurs de performance collectifs. Donc, ce que je vous disais au préalable, c'est-à-dire, OK, moi, j'ai envie que l'équipe, on va prendre un cabinet d'avocats avec 3 départements, social, corpo et taxes.
Je veux que ces départements-là remplissent un certain critère de chiffre d'affaires. OK, très clair. Je veux qu'il y ait un certain nombre de clients par cabinet d'avocats, en termes de chiffres, de nombre de clients, hein, pas en termes de valeur créée. Parce qu'on estime qu'en fait, pour diversifier ces risques, il est nécessaire d'avoir un maximum de clients qui soient répartis avec une plus grande diversification du chiffre d'affaires. Pour qu'on n'ait pas un client qui représente 90% du chiffre d'affaires et que le reste, finalement, représente 10% de façon éclatée. Ça, c'est un vrai risque pour un cabinet. On veut aussi des indicateurs de performance collectifs en termes d'objectifs. C'est-à-dire que, d'accord, l'année dernière, on a fait 1 million de chiffre d'affaires. Je veux que cette année, on passe à 1,2 million. Pour pouvoir passer à 1,2 million, donc une augmentation de 20%, il va être nécessaire de pouvoir fixer des objectifs à chaque département. Et ces objectifs, du coup, ils doivent avoir une réalité opérationnelle qui doit être traduite. C'est je veux aller chercher plus de clients. Je veux mettre en place plus d'actions marketing liées à la formation. Je veux mettre en place des webinaires que je n'ai jamais mis en place. Je veux faire un podcast, peu importe. Il faut trouver en fait des actions qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et traduire l'indicateur de performance dans un second temps par une mise en place opérationnelle qui va se traduire par des actions marketing ou des actions de notoriété. On va également mettre en place des indicateurs de performance individuels. Le collectif, c'est une excellente chose et nous, on privilégie toujours le collectif. Mais pour que le collectif puisse être pertinent, il faut aussi qu'il y ait un suivi individuel qui puisse être mis en place pour voir, si le collaborateur est performant. Si on se rend compte qu'il n'est pas performant, l'objectif, ce n'est pas de le sanctionner, ce n'est pas de le licencier, ce n'est pas de le sortir de l'activité. L'objectif, c'est de le rencontrer, de discuter avec lui et de comprendre pourquoi il n'est pas performant, ou en tout cas pourquoi il n'atteint pas ces objectifs-là. On a trop souvent vu dans des cabinets d'avocats des timesheets qui servaient à sanctionner des collaborateurs. L'objectif d'une timesheet, ce n'est pas ça. L'objectif d'une timesheet, c'est de pouvoir se rendre compte de ce que fait un collaborateur, de pouvoir se rendre compte où est-ce qu'en fait il est le plus pertinent. Si on se rend compte qu'il y a un collaborateur qui produit et qui arrive à facturer 1 000 heures par an et qu'il y a un autre qui facture 1 600 heures par an, c'est pas parce qu'il est mauvais, celui qui facture 1 000 heures par an. Alors c'est possible qu'il le soit, mais en fait, il faut comprendre. C'est-à-dire que ça se trouve, il n'est pas à sa place. Ça se trouve, lui, son job, c'est beaucoup plus de soutenir le développement du cabinet d'avocats. C'est beaucoup plus de participer à la stratégie de notoriété du cabinet d'avocats, à la stratégie au travail sur des marchés. Et si finalement, on se rend compte que finalement, à cette place-là, il est beaucoup plus performant et qu'il réussit à doper le chiffre d'affaires du département, en fait, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, il faut comprendre en fonction des chiffres que vous avez avant de réagir. Donc, ça, c'est super important. Donc, indicateurs de performance individuelle qui peuvent aussi servir, on l'a fait dans certains cabinets d'avocats, à définir des bonus annuels. Si vous avez envie d'être clair et transparent avec vos collaborateurs, ce qu'on recommande tout le temps, alors pas forcément sur tout, mais en tout cas sur une grosse partie de l'activité, ça peut être extrêmement pertinent de le mettre en place. OK. Donc, indicateur de performance collectif, indicateur de performance individuelle. Il est aussi important d'avoir des indicateurs de performance qui vont toucher à la production et à la modélisation. C'est-à-dire que l'objectif d'un cabinet d'avocats, notamment lorsqu'on a un business model de masse, ou en tout cas un business model sur des opérations qui se répètent lorsqu'on est spécialiste, je pense par exemple aux beaux commerciaux, c'est de pouvoir diminuer un maximum le temps de production que vous allez mettre en place. Donc, vous regardez les timesheets, on va dire que, je prends un exemple au hasard complet, hein. On va dire que pour réaliser un bail commercial de A à Z, il va falloir 10 heures. OK, ça, c'est la réalité initiale. On va travailler sur les modèles et la modélisation de ces beaux commerciaux pour permettre d'augmenter en termes de performance pour diminuer ce temps et peut-être passer de 10 à 8. Et dans ce cas-là, on met un indicateur de performance temporaire lié à la production pour derrière voir si l'action qu'on a mis en place va être pertinente ou pas. Donc voilà ce que je peux vous donner par rapport à la sélection des indicateurs de performance pour vous aujourd'hui. Maintenant, OK, donc on a vu ce qu'était un indicateur de performance, on a vu, et j'espère que ça a été clair pour vous, quels étaient les indicateurs de performance qui pouvaient être pertinents en fonction de votre typologie de cabinet d'avocat et en fonction surtout de l'effectif que vous avez. Je ne rentre pas dans des critères spéciaux parce que quand vous êtes sur des marchés très spécifiques, notamment l'aérien ou autre, il peut avoir des critères spéciaux à mettre en place. Si vous avez des formes sociétaires particulières, je pense notamment à une ERP avec uniquement des associés, pas de collaborateurs, il faut mettre en place d'autres indicateurs de performance. Si vous êtes sur un business model de volume, comme ça peut être le cas par exemple pour le contentieux aérien, dans ce cas-là, il faut mettre d'autres indicateurs de performance en place. Si vous êtes sur un business model extrêmement premium avec 10 clients par an, mais des clients qui vous rapportent tous 250 000 euros, dans ce cas-là, il faut mettre en place d'autres indicateurs de performance. Donc, je suis resté volontairement générique.
Après, en fonction de votre cas particulier, il faudra bien sûr l'adapter. Donc maintenant, OK, on a vu ce qui était un indicateur de performance, on a vu ce qui était pour votre type de cabinet d'avocat. Maintenant, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait remonter comme données pour que finalement cet indicateur de performance il reflète la réalité de votre activité? Alors là, on va prendre quelques exemples. Je sais que ce n'est pas bien de faire ça, mais je vais quand même le faire. On va prendre quelques exemples pour illustrer cela. Et derrière, je vous laisserai, je suis sûr que vous êtes des gens extrêmement intelligents, extrêmement pertinents, vous arriverez à faire le parallèle par rapport à d'autres critères. On va prendre simplement le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que le cabinet d'avocats a facturé durant l'année. Pas plus compliqué que ça. Sauf que pour avoir des informations sur le chiffre d'affaires, il va falloir qu'on fasse. La donnée, elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir de l'endroit, si vous avez un service comptable, du service comptable. Elle peut venir de l'assistante ou de l'assistant, si l'assistant ou l'assistante émettent les factures. Elle peut venir de l'associé, si c'est l'associé qui est en charge de sa facturation et vous êtes dans un cabinet individuel. Elle peut également venir du collaborateur lorsque c'est lui qui va rentrer ses heures et qui va envoyer la facture finale ou en tout cas qui va prévoir la facture. Donc, vous avez déjà 4 différents types d'acteurs. Il y a des cabinets d'avocats qui fonctionnent encore différemment, mais en tout cas, vous avez déjà 4 types d'acteurs identifiés qui vont possiblement pouvoir rentrer de la donnée par rapport à ce chiffre d'affaires. Il faut que cette donnée, elle puisse déjà remonter. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez prévoir un endroit, que ce soit un ERP, donc un logiciel métier avocat, Cléo, Slop, je veux pas que quand je commence à en citer, il ne faut pas que j'en oublie, Jarvis, Diapaz, ou beaucoup d'autres que vous pouvez accessibles, que vous pouvez avoir. Il est nécessaire que vous puissiez avoir un endroit où chacun va avoir le job de rentrer le chiffre d'affaires qui a pu être facturé de façon hebdomadaire pour que vous puissiez l'avoir et que vous puissiez le suivre. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, ce chiffre d'affaires-là, il ne peut pas rester de façon brute. C'est-à-dire qu'il doit remonter sur des tableaux de bord. Donc, en plus de rentrer le chiffre d'affaires que vous avez facturé, il va falloir que vous puissiez le catégoriser. Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est du contentieux? Est-ce que c'est du droit social? Est-ce que c'est du droit fiscal? Est-ce que c'est du droit des sociétés? Pour que derrière, vous puissiez avoir une lisibilité qui va s'opérer sur des diagrammes camembert. Là, on puisse voir, ben voilà, sur ce mois-ci, le cabinet du Schnock on a réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de chiffre d'affaires ont été réalisés sur le droit du travail, 10 000 sur le droit fiscal et 20 000 sur du droit des sociétés. Parfait. On se rend compte que sur le droit du travail, du coup, quand on rentre en profondeur par rapport à la catégorisation qu'on a pu avoir au préalable, on se rend compte que 18 000 euros ont été facturés sur du contentieux et uniquement 2 000 sur du conseil. Donc là, ça correspond à une réalité économique, plutôt à une réalité opérationnelle, pardon. Il faut comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires normal pour le département de droit social? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires exceptionnel? Ah bah finalement, quand on creuse, on se rend compte que c'était un prud'homme qui tapait depuis des années, que c'était un dirigeant d'entreprise, ou un cadre dirigeant qui avait fait requalifier son forfait jour, que son forfait jour, on avait réussi à obtenir des heures supplémentaires, qu'il avait réussi à obtenir 1 800 000 euros d'indemnité. Alors franchement, j'espère que vous avez des dirigeants comme ça et je vous le souhaite. 1 800 000 euros d'indemnité de rupture et que vous aviez une convention d'honoraires, non, pardon, 180 000 euros d'indemnité de rupture et que vous avez une convention d'honoraires de résultat à 10%. Et bien, ces 10%-là, ils sont tombés. C'est-à-dire que le contentieux représente les 18 000 euros là. Donc ça veut dire qu'en fait, le département droit social sur ce mois-ci, il n'a pas fait de chiffre d'affaires. C'est un travail qui a été fourni au préalable et qui tombe maintenant parce que c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que vous avez été payé quelques mois après votre résultat par la CARPA. OK. Donc, qu'est-ce qu'a fait le département de droit social ce mois-ci? Il est important d'aller chercher et de se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc là, on va pouvoir aller interroger les acteurs et à pouvoir voir ce qui s'est passé. Pourquoi ce mois-ci, le département de droit social n'a pas facturé? Ben ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le comprendre. Et il y a très certainement des réalités. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est parce qu'en fait, ils attendaient le 28 du mois et que vous avez regardé ça le 25 et que c'est à ce moment-là qu'ils envoient leur facture. Ainsi soit-il. C'est-à-dire que le mois prochain, on gardera ça le 30. Peut-être qu'ils se sont concentrés sur énormément de formations qui avaient déjà été payées au préalable et qui avaient déjà été facturées et qui sont sur un mois d'exécution.
Dans ce cas-là, le mois de février, puisque je dis qu'on était en janvier, je ne sais pas pourquoi, le mois de février, il va falloir mettre en place des actions d'acquisition. Parce que là, si on est sur de la prod, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on a vécu sur les mois précédents. Maintenant, il faut produire, mais sur le mois d'après, il va falloir régénérer du chiffre d'affaires qui va nous servir pour les mois suivants. Donc là, focalisation sur l'acquisition, sur la conversion de ces prospects en clients. On a toujours un ou deux prospects qui traînent et qu'on ne rappelle pas. Et là, il faut le faire pour que derrière, on puisse essayer de tenter sa chance et de les convertir en clients. On a toujours l'opportunité de vendre à un client un service additionnel qu'on ne lui avait pas proposé, et bien, il faut l'appeler et essayer de vendre son service additionnel. Ok, donc ça, c'est vraiment, je rentre dans l'analyse et chaque fois, je vous fais la globalité et la réaction. Je ne sais pas pourquoi je divise mes trucs en 5, je ne respecte jamais ce que je fais. Donc ça, c'est pour le chiffre d'affaires. J'espère que j'ai été clair. Donc, on demande à ces équipes de remplir les informations qu'on a décrétées. Donc moi, j'en ai décrété 2, on peut aller beaucoup plus loin. Chiffre d'affaires facturé et également catégorisation de ce chiffre d'affaires pour que ça remonte sur les tableaux de bord. Et mise en place d'un tableau de bord si vous ne l'avez pas déjà en interne. Il faut que ces informations-là, deuxièmement, soient stockées sur un outil, que ce soit un fichier, ça peut être un fichier Excel ou un Google Sheet, hein, que derrière vous utilisez pour justement analyser ces informations-là au fil de l'eau. Donc, si vous avez un logiciel métier, si vous n'en avez pas, fichier Excel. Et enfin, il faut que vous puissiez vous astreindre un certain nombre de temps sur lequel vous allez passer pour pouvoir analyser ces chiffres. En disant, bah voilà, en fait, le chiffre d'affaires, je vais le regarder chaque mois. Les actions marketing, je vais les regarder chaque semaine. La performance individuelle, je vais la regarder tous les 3 mois. La performance collective, je vais la regarder tous les 6 mois, de façon semestrielle. Donc ça, c'est à vous aussi de vous définir un petit peu des rituels. Je peux vous donner quelques bonnes pratiques, mais c'est à vous de vous définir des rituels par rapport à ça. Pour bien le tenir, il faut que ça soit sacralisé dans votre agenda. C'est-à-dire que dans votre agenda, ça doit être inscrit qu'à ce moment-là, on ne vous dérange pas parce que vous êtes en train de traiter la gestion de votre cabinet d'avocat et de regarder la santé de ce cabinet. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. OK, on reprend un second exemple. Donc là, j'ai parlé du chiffre d'affaires. Maintenant, je vais parler de la rentabilité. Donc, on garde les mêmes exemples. On se rend compte que voilà, le chiffre d'affaires a été de temps. Maintenant, pour pouvoir avoir la rentabilité, donc on se base toujours sur le chiffre d'affaires, mais on va devoir coupler le chiffre d'affaires par rapport aux investissements qu'on a mis en place et par rapport aux investissements notamment humains. Donc là, on va devoir se servir d'une timesheet, si vous êtes plusieurs. Si vous êtes individuel, essayez de rentrer le temps ou de le faire au moins à la louche pour vous rendre compte de ce que ça peut vous permettre de sortir comme rentabilité. Et également de rentrer vos charges fixes et vos charges variables. Si on a un dossier qui engendre des charges variables, il est nécessaire de pouvoir l'indiquer sur le dossier pour connaître votre taux de rentabilité. Si vous avez des charges de fixe, ce n'est pas compliqué. Vous regardez l'ensemble de vos charges fixes. Donc, on va prendre le bureau plus les associés et éventuellement les logiciels. Les associés, pardon, les avocats et les assistants et le personnel associé pour voir en gros combien un dossier vous coûte avant même de le travailler. Euh, Derrière, vous savez que vous avez des frais de fonctionnement, vous savez que vous avez des frais de rémunération. Il est nécessaire de pouvoir les prendre en compte pour pouvoir évaluer leur dossier. Donc ça, pour les charges fixes et les charges… non, uniquement, pardon. Pour les charges uniquement fixes, ça, vous allez les lisser. Donc, vous les lissez sur l'année, vous divisez ça par 12, et derrière, vous allouez par nombre de dossiers des charges de fonctionnement. Donc, si on a 50 dossiers par mois, je prends un exemple, on divise ces charges fixes par 50 et on voit ce qu'il va falloir facturer. Ce n'est pas une vérité absolue, bien sûr. Il y a des dossiers que vous allez facturer à 500 balles ou à 1000 balles et d'autres dossiers que vous allez facturer à 20 000. Donc ça doit se lisser sur le mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder un dossier de façon spécifique. Il faut le regarder de façon générique par rapport à l'ensemble des dossiers que vous traitez. Mais ça, c'est super important. Vous allez devoir avoir un deuxième indicateur qui va être pertinent, c'est la timesheet. C'est d'accord, pour monsieur X, on a facturé 5 000 euros. Mes charges fixes que j'ai évaluées, ce que je vous disais par rapport au fonctionnement, sont de 250 euros par dossier. Et un collaborateur plus une assistante, donc le collaborateur a passé 7 heures sur ce dossier, l'assistante a passé 1 heure, moi associé, j'ai passé 3 heures. Donc mes 3 heures sont évaluées à 200 euros par heure, 600 euros. Les 7 heures du collaborateur sont évaluées à 100 euros par heure, 700 euros, donc 700 plus 600, 1300. Et les 2 heures de l'assistante sont évaluées à, je sais pas, 90 euros, on va dire, pour le global. OK. Donc là, ça veut dire que mon coût
variable a été de 1 390 € et mon coût fixe a été de 250 €. C'est-à-dire que j'ai à peu près un coût de 1 650 € sur le dossier. 1 650 €, on se souvient que j'ai facturé 5 000 €. Ça veut dire que mon taux de rentabilité sur ce dossier est supérieur à 60%, voire même 70%. Je n'ai pas les chiffres en tête. Hein. L'objectif, c'est que juste qu'on prenne mon propos. Ce n'est pas important d'avoir les chiffres exacts. Bon, ça, du coup, c'est assez fictif. Il s'avère que parfois, ça se produit. Mais on est, en règle générale, beaucoup plus sur un taux de renta, sur les très bons cabinets d'avocats ou ceux qui arrivent bien à performer entre 50 et 60%. Et il faut s'inquiéter à partir du moment où on est entre 30 et 20%. En dessous de 20%, c'est très complexe. C'est-à-dire que c'est un business de volume où derrière, il va falloir envoyer sévère. Entre 30 et 40%, on peut faire mieux. Entre 40 et 50%, et il faut accentuer les efforts. Et au-dessus de 50%, c'est très bien. Donc voilà, donc ça va vous permettre de connaître votre taux de rentabilité. Et donc, il y a différents acteurs au sein de votre cabinet et différents travaux qui vont être menés pour vous permettre d'avoir accès à ces informations. Une fois de plus, recenser ces informations dans un tableau de bord. Il faut les coupler derrière avec le chiffre d'affaires. Et donc, vous devez faire ça sur l'ensemble des indicateurs de performance que vous avez mis en place. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces processus, que ces processus soient écrits et que ceux-ci soient transparents. Ça ne veut pas dire que la rentabilité, la donnez pas à vos collaborateurs. Ça, c'est le chiffre d'affaires, vous pouvez le donner, le nombre de clients, vous pouvez le donner. La renta, il vaut mieux éviter. Sauf si vous voulez dire on n'est pas assez rentable, donc derrière, il va falloir changer ça. C'est pour ça qu'on va fonctionner comme ça. Mais ça, c'est vraiment un chiffre c'est vraiment un chiffre clé, un des chiffres les plus clés du cabinet. Il ne faut pas le donner. Ça, c'est vraiment super important. Donc, vous allez, grâce à ces chiffres-là, avoir des tableaux de bord qui vont être pertinents, qui vont vous permettre, vous, d'analyser votre activité. Donc, l'analyse, elle se fait vraiment à partir du moment où on arrive à monter des chiffres. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de le faire, ce n'est pas grave. Mettez uniquement en place les processus qui vont vous permettre d'analyser votre activité d'ici 3 mois. Tout ce qui est fait maintenant va vous servir pour plus tard. Donc ça, ne l'oubliez vraiment pas. Les indicateurs, c'est vraiment la clé et la base d'une bonne gestion et d'une gestion sereine et même, si on va plus loin, prédictive du chiffre d'affaires que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est super important. Maintenant, comment on va analyser ces chiffres-là? Si on a bien fait le travail, ces chiffres-là, ils vont être stockés sur un ERP ou sur un fichier Excel. OK. Donc ces chiffres-là, il faut les regarder de façon fréquente. Pour une raison simple, c'est que derrière, vous allez devoir édicter des courbes pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, parce que j'ai empiété complètement sur mes parties, je suis en train de diverger sur des monologues comme à chaque fois, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement c'est dû à l'extérieur? Est-ce que c'est dû à la conjoncture? Est-ce que c'est dû à un nouvel entrant sur le marché? Est-ce que c'est dû à mon service qui est vieillissant? Est-ce que c'est dû à mon image de marque? Est-ce que c'est dû à un avocat qui est parti et qui était un avocat fort pour le cabinet? Est-ce que c'est dû à un déficit de recrutement, ce qui fait que tout le monde est sous l'eau et que la performance de mes équipes n'est plus au rendez-vous? Ça, vous devez être. Il existe des centaines de raisons pour lesquelles ça peut être déficitaire. Si vous n'avez pas d'indicateur de performance, que vous n'analysez pas ces indicateurs, vous allez vous baser sur votre instinct, vous risquez d'être soumis à la dissonance cognitive et d'avoir une fausse idée de ce qui est en train de vous arriver. Des fausses idées, j'en vois tous les jours et j'en ai moi-même plein. C'est pour ça que je m'impose ce sérieux et cette organisation de mettre en place des indicateurs et de faire remonter de la donnée. Pas plus tard que la semaine dernière, je soutenais à mon associé qu'on était très rentable si on facturait un cabinet d'avocats pour une mission à X centaines, milliers d'euros. Et il me dit, Valentin, je te promets qu'on n'est pas rentable, c'est ton instinct qui est en train de parler, regarde le temps que tu as passé là-dessus. Et mon associé m'a prouvé par A plus B que sur la cible qu'on allait chercher, si on la signait, on ne serait pas rentable. Et donc, on n'est pas allé la signer. On est resté en bons amis, on a partagé des informations, on a partagé un dîner, c'était très sympa. Mais derrière, on ne pouvait pas prendre ce dossier. On aurait mis en péril notre activité. Peut-être pas en péril immédiat, mais en tout cas, on aurait passé du temps à dépenser de l'énergie pour que derrière, on n'ait pas une rentabilité qui soit opérée. Donc ça, c'est vraiment super important de pouvoir les mettre en place et de les analyser au quotidien. Si vous vous rendez compte que l'analyse n'est pas assez percutante et que finalement, les idées que vous vous en faites ne sont pas les bonnes, ou en tout cas, vous avez des doutes, le mois d'après, mettez en place des indicateurs plus fins. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas pourquoi il y a moins de clients que le mois dernier,
où il y a moins de clients que sur les 3 mois derniers, et ben dans ce cas, allez chercher. Mettez des indicateurs relatifs à la stratégie de notoriété que vous mettez en place, au temps de développement que vous allouez chaque semaine ou chaque mois au développement de votre activité. Et également, je ne sais pas moi, si vous faites de la publicité en ligne payante, et ben, au budget de publicité ou aux mots sur lesquels les mots sur lesquels vous pariez pour pouvoir être référencé. Donc en fait, tout dépend une fois de plus de la stratégie et des actions de développement que vous mettez en place. Mais il est très important de pouvoir suivre ces chiffres. Ne faites pas le chemin complètement inverse. Ne passez pas d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire ne passez pas du moment où vous ne suivez rien au moment où vous allez être à cheval sur tout. Les chiffres, ils doivent être regardés dans leur globalité et ils doivent être regardés sur une certaine période de temps. Si aujourd'hui, vous mettez en place des indicateurs de performance, le mois prochain, bah, ça vous donnera une première réalité, mais ce ne sera pas une réalité globale parce que vous pourrez être sur un mois particulier. En fait, il s'opère vraiment à partir de 3 ou 6 mois en fonction de la taille de votre cabinet d'avocat. Là, il commence à être intéressant. Avant ça vous permet de voir comment ça se passe, ça vous permet surtout de collecter la bonne donnée, mais ne tirez pas de conséquences trop hâtives par rapport à ça. Bon, maintenant, on va passer sur les actions à mettre en place. Donc, les actions à mettre en place, bien sûr, elles vont diverger en fonction des indicateurs que vous avez suivis et de ce que vous avez mis. Si on met des indicateurs relatifs au chiffre d'affaires, bon, on va aller s'intéresser à la facturation des clients qu'on a en interne, on va s'intéresser au nombre de clients qui sont venus nous voir et également à la politique de prix et de facturation. Si on a des indicateurs qui vont être liés à la rentabilité, on va aller regarder ce qui va se passer en termes de production, en termes de temps humain passé sur les dossiers, en termes de politique de prix et une fois de plus de politique de facturation. Si on a des indicateurs qui sont mis en place en termes individuels et qu'on se rend compte que ceux-ci sont en difficulté, notamment pour le département, je parle, pour le droit social, j'adore le droit social, hein, c'est pas un côté négatif, mais qu'il y a des difficultés par rapport au droit social, ah bah dans ce cas-là, il va falloir comprendre pourquoi il y a des difficultés par rapport au droit social. Ah bah en fait, il y a une mésentente entre les deux associés. Eh bien d'accord. Donc dans ce cas, les indicateurs collectifs nous ont permis de nous rendre compte que la croissance du cabinet d'avocats est bonne. Et donc, si on suivait le chiffre d'affaires, on ne l'aurait pas vu. Par contre, lorsqu'on suit le chiffre d'affaires de façon sectorielle grâce à des indicateurs collectifs de performance, on se rend compte que sur les 3 départements, il y a 2 départements qui tirent le cabinet vers le haut et il y a un département qui est un peu le vilain petit canard et qui est en difficulté. L'objectif, une fois de plus, c'est pas de lui couper la tête, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, il y a des difficultés entre associés, ça vous le saviez, parce que derrière, vous avez ce feeling-là, mais vous ne saviez pas que ça impactait le chiffre d'affaires du cabinet. Donc maintenant, il va falloir trouver des solutions. La solution, elle peut être radicale, c'est il y en a un des deux qui part. La solution, elle peut être, et ce qu'on préfère nous, beaucoup plus diplomatique, où derrière, on va se poser autour d'une table avec les autres associés, possiblement ceux qui sont en gérance du cabinet d'avocats, pour pouvoir dire, bon, écoutez les gars, vos conneries, ça suffit. Maintenant, on va falloir qu'on échange, qu'on aille dans le bien du cabinet d'avocats. On a des divergences par rapport à la stratégie ou par rapport à ce qui va être mis en place au sein du cabinet. C'est quoi ta position? C'est quoi ta position? Et vous servez finalement de médiateur à l'intérieur de votre propre cabinet pour essayer de remettre en place une bonne dynamique au sein de ce cabinet et suivre, pas mettre sous tutelle, pas mettre sous curatelle, mais vraiment suivre l'avancée de ces deux associés qui étaient un peu en litige ou qui se frictionnent un petit peu pour voir si le département, grâce aux résolutions que vous avez pu prendre, va repartir de plus belle. Sans ça, si vous suivez uniquement votre chiffre d'affaires, vous pouvez avoir l'idée que le département de droit social draine moins de chiffres. Mais vous pouvez vous dire, bah voilà, c'est normal que le corporate tax génère plus de chiffre d'affaires que le droit social, ainsi soit-il. En fait, si vous avez ces chiffres-là, vous pouvez vraiment le comprendre. Et c'est ça qui est pertinent. C'est que les chiffres, en fait, vont vous donner une réalité que vous ne connaissez pas ou que vous n'envisagez pas si importante ou si peu importante. Parce que ça peut être aussi dans l'aspect inverse, hein. On peut avoir l'instinct que ça se passe très mal pour le droit social. Et finalement, quand on regarde les chiffres, ah, bah, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on voyait. Finalement, c'est bien, ça fait partie des chiffres de marché et ils sont dans la réalité normale finalement de leur activité. Donc, il n'y a pas de problème. Euh, Si on veut regarder des indicateurs liés aux actions d'acquisition, ça, il faut les regarder de façon beaucoup plus fréquente, à l'échelle finalement d'une action d'acquisition marketing. Une fois de plus, si on décide par exemple de faire, je sais pas, un droit social, on va faire 10 webinaires thématiques destinés aux DRH de sociétés ETI qui font, je sais pas, plus de 1000, 1000 salariés, ben on ne va pas le regarder dès qu'on a diffusé notre premier webinaire sur LinkedIn. Ça n'a aucun sens.
sinon on arrête immédiatement. C'est-à-dire que là, ça va se faire sur du long terme. Ça va pouvoir être réutilisé derrière comme vidéo et donc il va falloir mettre des indicateurs également dans le temps. Lorsque vous décidez de mettre en place un plan d'action marketing, un plan d'acquisition, les indicateurs de performance doivent être vus au niveau de la mission. C'est-à-dire que si vous mettez 10 web en place, bah, on ne va pas arrêter au premier en se disant ça n'a pas marché, on arrête, on fait complètement autre chose. Sinon, personne n'aurait de stratégie d'acquisition et de canal d'acquisition performant parce que chacun aurait arrêté. Sinon, on aurait arrêté nos actions de notoriété après le premier podcast en regardant nos chiffres. Bah, nos chiffres sur le premier podcast, ça devait être sans écoute. Et je pense qu'il y avait ma mère qui avait écouté ça 10 fois. Donc, si vous voulez, c'est catastrophique. Aujourd'hui, sur nos derniers podcasts, on est à plus de 18 000 ou 20 000 écoutes. Donc, vous voyez, ça a énormément changé. Mais parce que derrière, il a fallu qu'on puisse travailler sur le secteur, il a fallu qu'on puisse le comprendre, il a fallu qu'on comprenne ce que les avocats attendaient du podcast, etc. Vous, c'est exactement la même chose de votre côté. Donc, ces chiffres-là sont pertinents, vont vous permettre d'analyser votre activité et de réagir, surtout de suivre votre cabinet au quotidien. Mais faites attention, le chiffre est un indicateur, je vous l'ai dit 1000 fois, je pense que c'est un indicateur de performance. Ce n'est pas une réalité absolue à prendre comme telle. Elle doit vous servir à nourrir votre réflexion, à analyser et surtout derrière, ne pas vous voiler la face. Si vous vous rendez compte que vous avez une baisse de chiffre d'affaires drastique, une baisse de rentabilité drastique, c'est que votre cabinet va mal. Donc, il faut derrière pouvoir réagir. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit dos. Donc, voilà. Donc, pour résumer, pour conclure, ce qu'on a vu ensemble ce soir, on a vu ce qu'étaient les indicateurs de performance. C'est des chiffres clés qu'on va déterminer comme étant voyants lumineux qu'on va suivre pour voir la santé de notre cabinet d'avocats, voir si tout se passe bien et pouvoir agir en conséquence. On a vu ensuite quels étaient les indicateurs de performance à suivre pour les cabinets d'avocats individuels et pour les cabinets d'avocats allant jusqu'à 50 avocats. On a ensuite vu quel était le processus à mettre en place et les process qui allaient finalement vous permettre de collecter de la donnée, de bien la centraliser à un endroit clé et derrière de pouvoir l'analyser pour pouvoir en tirer les conséquences. Et une fois que vous en aurez tiré les conséquences, dans ce cas-là, vous pourrez agir et avancer. J'espère, c'est assez complexe pour moi de vous l'expliquer de cette façon-là parce que je le fais de façon générale et je ne le fais pas de façon précise et donc c'est un peu plus difficile. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous a apporté en tout cas quelques lumières et un petit peu de valeur. Si vous avez des questions, je suis preneur. Et si vous voulez creuser un peu plus ces détails-là, il faut nous rejoindre sur nos formations Boost, donc pour les collaborateurs et les indépendants et les individuels, pardon, parce que vous êtes tous et pour les salariés, et la formation Business Partner pour les avocats associés de cabinet d'affaires. On sera ravis de vous présenter la formation si vous voulez échanger avec nous. Et là, si vous voulez prendre vos questions, je vais me rapprocher de l'écran. Comme je vous l'ai dit, je suis quasiment aveugle et je vais prendre vos questions. Donc, je vais couper ma caméra pour pas que ce soit dérangeant. Si vous n'avez pas de questions, dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente soirée et peut-être une petite bière pour ceux qui auront le plaisir de trouver une place en terrasse. Donc, je vais regarder les questions. Alors, dans le coût d'acquisition client, il faut tenir compte du temps passé, mais également des coûts de structure. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment tenir compte des coûts de structure. C'est super important parce que sinon, derrière, ça n'aura aucun sens. Merci Charlotte de le rappeler. Et ça y est, c'est répondu. Ok, parfait, nickel. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.